Bienvenue dans notre émission Les Rendez-vous de l'Anacofi. Au programme, l'actualité de la rentrée 2019. Et avec moi, David Charlet, président de l'Anacofi, bonjour. Bonjour. Déborah Perroux, responsable juridique de l'Anacofi, bonjour. Bonjour. Et Jean-Louis Piccolo, en charge de l'accompagnement des entreprises à l'Anacofi, bonjour. Bonjour. Déborah, on va commencer avec les grands textes de 2018. Je pense à DDA et MiFID. Est-ce qu'il y a du neuf à remarquer ? Alors, il y a eu toute l'application terrain depuis 2018 et donc tout courant 2019. Nous, à l'Anacofi, au service juridique, nous avons mis à jour notre livret de l'adhérent. On a pas mal discuté avec l'AMF sur les modèles de documents qui devaient être utilisés par nos adhérents, notamment, par exemple, la lettre de mission. On a bien refait la synthèse des offres qui a été validée par l'AMF pour que ce soit plus clair et beaucoup plus simple pour nos adhérents, parce qu'avec toutes les remontées terrain qu'on a eues suite à l'application donc des réglementations en 2018, c'était vraiment très compliqué pour eux. Donc là, vraiment, aujourd'hui, on arrive à des modèles qui sont stabilisés. On a également des nouveaux modèles en assurance également. Et puis, donc, le livret de l'adhérent est disponible. Il est disponible sur l'espace adhérent déjà depuis la semaine dernière. Il y a le book qui a été envoyé à nos adhérents par mail et il sera d'ici le 15 octobre, voilà, première quinzaine d'octobre, on va l'implémenter sur la plateforme Zendesk pour avoir la version digitale de notre livret. Alors après, on a noté quand même pas mal d'évolutions, même jurisprudentielles, suite à cette nouvelle réglementation, notamment une qui est sortie en juillet 2019 de la Commission des sanctions de l'AMF, où en effet, on voit tout de suite que l'AMF allait contrôler un CIF sur des investissements dans des groupements hôteliers qu'il a conseillés à ses clients. Par exemple, tout de suite, l'AMF a dit il a fait le rapport de conseil avant même de faire la connaissance client. Donc là, pour le coup, nous, au service juridique, ça fait partie des choses, c'est limite impensable, puisque nous avons quand même mis en place tout le système, tout le déroulé du processus CIF, et en aucun cas, le rapport de conseil ne doit venir avant même le questionnaire client, qui est la phase de découverte, et donc le début, même si le tout premier document, ça reste le document d'entrée en relation, pareil, on a beaucoup échangé avec l'AMF, il est validé, il est stabilisé, suite aussi à des remontées. Donc voilà, et d'autres évolutions jurisprudentielles aussi au niveau de la RTO, donc la réception et transmission d'ordre. Il y a certains CIF, malheureusement, qui n'ont pas respecté le périmètre, ou alors qui n'ont même pas fait de prestation de conseil, avant même de faire de la RTO, donc tout ça a été retoqué par l'AMF. Voilà les enseignements que nous, on a pu tirer au service juridique cette année, et là, très récemment, en tout cas, sur 2 commissions des sanctions du mois de juillet. Voilà. David, on a eu aussi cet été une grosse actualité quand même. On attendait les textes d'application de la loi Pacte. On a eu droit à la publication de certains d'entre eux. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qui vous a marqué ? Alors, sur Pacte, ce qui nous a marqué, c'est déjà Pacte en elle-même, et puis c'est le retard de Pacte. Donc, on voit sortir des décrets, des arrêtés au fil du temps. On a dû construire des kits de com, parce qu'il s'agit de rattraper le temps perdu. C'est-à-dire que Pacte aurait dû être applicable il y a un certain nombre de mois, et puis en collaboration avec le ministère, on essaye de bâtir un schéma de communication à l'échelle de la place qui soit à peu près efficace. Cette émission va y concourir, comme d'autres supports que nous utilisons. Donc sur Pacte, on avait un enjeu qui était de rapprocher l'épargne du financement des entreprises et puis redynamiser la volonté entrepreneuriale et le développement de grosses PME, on va dire, principalement, si c'était possible. Bon, donc pour faire ça, il y a un certain nombre de textes, Déborah en reparlera, Jean-Louis aussi. Sur notre action à nous, ça veut dire qu'on est allé à la négociation de ce qu'il y avait à négocier, notamment les premiers des textes qui ont touché la retraite, les solutions retraite. Et puis on a créé vraiment des kits. Donc dans le livret de l'adhérent dont parlait Déborah, dans le livret réglementaire, on a mis des choses qui sont assez lourdes, mais qui sont l'explication du texte en lui-même. On a fait également des documents simplifiés qui, pour la première fois, peuvent être à destination tant d'un utilisateur type consommateur que d'un professionnel, de façon à dégrossir. Et on essaye d'utiliser des supports qui soient aussi bien papier, vidéo, son, de façon à ce que tout le monde puisse appréhender correctement ce texte, qui est quand même un texte gigantesque. On va voir qu'on va être 3 à en parler, ne serait-ce qu'aujourd'hui. On en a déjà parlé à la dernière émission, on en reparlera la prochaine. Donc
bout par bout, c'est colossal. Donc on a choisi de faire une communication tous azimuts, plus exactement en utilisant tous nos axes, et puis en faisant des documents qui, pour la première fois, ne sont pas des documents que pour les professionnels, de façon à ce que chacun puisse avoir la profondeur de découverte qu'il le souhaite. Voilà, et l'actualité de Pacte, c'est pour l'instant principalement les sujets retraite et puis quelques sujets entreprises qui étaient prévus dès le départ. Il reste quand même beaucoup de boulot, hein. Je pense qu'on aura la fin des décrets et des arrêtés de Pacte milieu de l'année prochaine. Jean-Louis, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Pacte cet été sur le volet épargne retraite, oui. Mais Pacte au départ, c'était surtout les entreprises. Vous, à l'Anocofi, qu'est-ce qui vous semble le plus remarquable en la matière? Alors, je vais dans votre sens. Je pense qu'il faut revenir à l'essence même de la loi. Et l'essence même de la loi, c'est le constat qu'il y a beaucoup d'obstacles pour des entreprises pour se développer et croître. Il y a beaucoup de textes qui sont arrivés, des textes qui sont en cours d'achèvement, mais on voit que la loi Pacte intervient à tous les niveaux de la vie d'une entreprise, à sa création, à son développement, à sa transmission également. Et donc il y a quand même des sujets très intéressants là-dedans. Alors, on ne va pas tous les citer, tous les identifier, mais déjà au niveau de la création d'une entreprise, le seul fait de vouloir passer d'un mois pour créer une entreprise, avec un coût qui avoisine les 1 000 euros, à une semaine et quelques centaines d'euros, c'est quand même un élément positif. On en arrive à une vision, je dirais, quasiment anglo-saxonne du sujet. Hein. Ensuite, on a des éléments qui sont sur la vie de l'entreprise elle-même. L'accès à certains marchés financiers, la réflexion sur les fonds d'investissement, extrêmement importante, parce que on nous parle d'entreprise, on nous parle aussi de licorne, mais il n'y en a que 9 en France, et on s'aperçoit que nos fonds d'investissement manquent un peu de muscles. Donc en fait, une réflexion qui est menée là-dessus, c'est toujours très intéressant. On a aussi des réflexions qui ont été menées, ça a fait beaucoup parler, le fait d'avoir la disparition des commissaires aux comptes, avec une mise à niveau européenne des objectifs de chiffre d'affaires, etc. Beaucoup ont dit c'est extraordinaire, on va économiser 5 000 euros. Je pense qu'il faut garder cette notion un peu plus relative, parce que je pense que le commissaire aux comptes peut apporter de la visibilité, de la prospective, etc. Et n'oublions pas aussi qu'on a besoin d'un commissaire aux comptes lorsqu'on veut faire une émission d'obligation. C'est absolument obligatoire, ou d'autres points. Donc en fait, on a une réflexion à mener, et peut-être d'ailleurs que la réflexion de l'Anacofi sera assez proche de celle des commissaires aux comptes. Donc on a quand même pas mal d'événements sur le sujet, et en matière de transmission d'entreprise, alors c'est un sujet qui, moi, me touche plus particulièrement, mais on a quand même des sujets qui sont très importants. Aujourd'hui, on voit qu'on avait 70 000 entreprises qui se transféraient chaque année, selon les rapports de BPCE, confirmés par BPI. On a vu qu'en 2016, il n'y en avait plus que 50 000. Donc il y a vraiment un choc. La contrepartie du choc, c'est un nouveau choc peut-être que peut créer Pacte. Ouais. Alors Pacte a travaillé sur le pacte du trail, a facilité la transmission des actions à l'intérieur du noyau dur, sans pour cela faire perdre les avantages de la fiscalité à l'intérieur de ce noyau dur, ce qui est quand même pas mal. Un autre petit avantage aussi, c'est qu'en fait, lorsque vous étiez sous pacte du trail, vous deviez écrire toutes les années à l'administration pour dire que vous respectiez vraiment tout ce que vous aviez promis, alors que là, maintenant, ça va se limiter à une demande venant de l'administration qui, à mon sens, ne viendra pas toutes les années, mais toutes les X années, ou lorsque l'administration aura une interrogation ou un doute. Et ensuite, on a cette nouveauté, cet arrangement d'un ancien sujet qui était celui du crédit, entre guillemets, du crédit vendeur, qui aurait pu paraître comme une histoire anecdotique, mais qui ne l'est pas, notamment pour le vendeur, parce que étaler sa plus-value sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, alors la première année, c'est incolore inodore, hein, évidemment, vous êtes au maximum, mais les années suivantes, ça peut être quand même très intéressant. Ça a aussi un impact sur le repreneur, parce que ça montre la sécurité que donne le cédant. Donc, et ça, maintenant, pour toutes les entreprises, jusqu'à 50 salariés et jusqu'à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment une véritable nouveauté très importante. Juste un petit sujet encore, puisqu'on parle d'entreprise. Pacte parle de la dimension sociétale et environnementale de l'entreprise. Ce qui est quand même, j'ose espérer, une nouveauté qui suit le rapport Nota, quelque part, hein, mais qui est très important. En fait, l'entreprise n'est plus le lieu où on va que faire du profit. D'accord ? On a des notions sociales, sociétales, environnementales, etc. On notera quand même que ces textes ne sont pas, n'annulent pas l'entreprise ni les décisions prises par les organes de gestion, mais ça pourrait amener de la jurisprudence et peut-être des sanctions sur le dirigeant lui-même. Voilà, donc vraiment une panoplie assez épaisse.
On se met à beaucoup parler dans les organisations de business for good, Oui. en espérant que ce ne soit pas que de la com. Je pense que tout l'aspect juridique va venir se rentrer là-dedans. Pourquoi ? C'est que le début. Pourquoi ? Il y a l'empreinte carbone. Il y a toutes les entreprises qui veulent partir du territoire pour aller dans des pays à coût inférieur. Alors, on ne va pas annuler l'entreprise, les conséquences seraient énormes. Mais on peut très bien dire aux dirigeants qu'il est écarté. Voilà. Donc il y a une réflexion à mener là-dessus qui est très intéressante. Déborah, on le disait tout à l'heure, Pacte, c'est aussi la refonte des dispositifs d'épargne retraite. On nous annonce, du coup, on a eu droit aux principaux textes d'application cet été, et on nous annonce les premiers nouveaux contrats en octobre. C'est ça. Alors, bon, déjà, pour souscrire aux anciens contrats, nos conseillers peuvent encore le faire donc jusqu'en octobre 2020. Mais pour les 3 nouveaux contrats, donc depuis cet été, alors, petit rappel, à la base, on avait donc des contrats individuels, on avait le PERP et le Madelin pour les travailleurs non salariés, et en contrat collectif, on avait donc le PERCO et l'article 83, qui était à adhésion obligatoire. Aujourd'hui, on a le PER1, qui est le plan épargne retraite individuel, qui vient absorber le PERP et le Madelin, où là on a une possibilité de sortie en capital, même si on garde évidemment ce principe toujours de sortie en rente, mais maintenant il y a la possibilité de sortie en capital pour à plusieurs conditions. Et nous avons aussi 2 autres contrats, le PEROB et le PERCOL. Alors le PERCOL, c'est ce qui va absorber... Si les noms survivent. Oui, c'est les noms survivent. Parce que je me rappelle très poétique. Rappelons-nous quand même que le PERCO, ça s'appelait le PPESVR pendant quelques semaines à l'époque. D'accord. Parce que les plus anciens, et seulement eux, se rappellent. Mais bon, voilà. Donc là, oui, le PERCOL qui vient en fait, donc qui remplace le PERCO avec cette possibilité de sortie en capital, et le PEROB qui lui, pour le coup, vient absorber donc ce qui dépendait de l'article 83. Ouais. Et pour le coup, par contre, on est toujours avec des sorties en rente. Voilà, c'est toujours avec l'adhésion obligatoire. Mais voilà, l'objectif était quand même d'harmoniser surtout les sorties en capital. Mais voilà, la loi Pacte, c'est surtout le fait de pouvoir verser volontairement, avec même sur le PER1 maintenant, on peut même verser d'autres choses. On peut verser la participation. Voilà, il y a vraiment beaucoup d'évolutions. Voilà donc les 3 nouveaux contrats qui sont apparus cet été. Oui, une remarque sur les sous-jacents, c'est ce qu'il faut voir aussi, c'est que ces produits, donc on va faciliter. La sortie va fortement dépendre de la nature de l'entrée, si je puis dire. C'était et c'est harmonisé. Ce qu'il faut voir également, c'est les sous-jacents qui vont ramener vers l'entreprise. L'idée, c'est de se servir des fonds sur lesquels on va pouvoir investir dans ces produits pour amener ça vers les entreprises, alors lesquelles on verra, mais on se pose derrière toute la question de cette gestion automatisée des fonds spécifiques, et c'est accouplé avec tout ce qui est assurance vie, puisqu'il y a tout le pendant assurance vie qui va arriver, et les unités de compte dédiées aussi à l'assurance vie. Il y a notamment un petit sujet qui n'est pas réglé d'ailleurs, qui est les unités de compte éligibles pour ces produits retraite-là. Si on ne fait pas attention dans la rédaction des décrets à venir, pourraient ne pas être exactement les mêmes que ceux pour la future assurance vie. Voilà, quand je disais tout à l'heure que tout n'est pas fini, il y a des petits réglages qu'il ne faudra pas louper, parce que l'un des fondamentaux de Pacte, c'est bien, par les sous-jacents, d'amener l'argent dans les entreprises. On va capturer l'argent par les enveloppes dont on vient de parler, et on va les capturer par la nouvelle assurance vie. Mais en fait, la nouvelle assurance vie, elle sera essentiellement une question d'unité de compte. Après, est-ce que finalement le gouvernement a beaucoup communiqué en disant voilà, on relance un petit peu l'épargne retraite avec des possibilités de déduction, etc. Mais on s'aperçoit quand même en regardant qu'il n'y a pas de cadeau extraordinaire, parce que la plupart du temps, je déduis mes versements volontaires, je suis imposé en sortie. Est-ce que du coup, ça ne va pas obliger chacun des intervenants et des conseils à vraiment faire un point précis avec les clients ? C'est la raison pour laquelle nos métiers sont mis au cœur du sujet. Nos métiers du conseil en finance d'entreprise se retrouvent de plus en plus en capacité d'être des sourceurs d'entreprises et des accompagnants d'entreprise. Et nos CGP sont clairement appelés et publiquement appelés par les autorités actuelles à venir aider, parce que ces produits sont des produits qui ne seront correctement souscrits que s'ils sont accompagnés de conseils. Voilà, c'est dit, c'est écrit. Je veux dire, on ne l'a jamais vu et entendu de façon aussi claire. Pacte, dans son ensemble, et les nouveaux produits d'épargne en particulier, c'est un texte qui n'est compatible qu'avec du conseil. Ça ne peut pas se vendre.
Voilà. Ça ne génère pas quelque chose qui se contenterait d'être vendu. Donc, j'achète pas un produit, mais c'est un produit qui va servir dans une stratégie globale. Tout le monde a compris qu'on avait espéré avec les fonds Eurocroissance il y a quelques années, qu'en les mettant sur le marché, les gens souscriraient en masse. Une partie des équipes qui sont au ministère, qui sont maintenant montées en grade, ont vécu cette époque-là, ont vu que ça n'avait pas marché et ont compris qu'il fallait mettre quelque chose de plus. L'Union européenne également sur son PEP, qui est l'équivalent pan-européen en épargne pension qui nous arrive d'ici 2-3 ans peut-être, on a eu la même réflexion. D'une idée où ils pensaient qu'on ferait de la vente pure, y compris par plateforme digitale, ils en sont arrivés à dire non, il faut que ce soit conseillé. Clairement, les produits dont on est en train de parler seront des produits qui seront accompagnés par un conseiller, qu'il soit digital ou humain, ou ne fonctionneront pas. Jean-Louis, on a évoqué le volet entreprise de la loi Pacte. Oui. Vous pouvez nous dire plus spécifiquement quelle est l'actualité de l'Anacofi en termes d'accompagnement des entreprises? Écoutez, l'actualité de l'Anacofi, c'est la section que je préside. Après tout, parlons-en. C'est bien pour ça. Voilà. C'est une section qui est dédiée à toutes les structures qui sont là pour accompagner, y compris à la croissance, mais pas que ça. Ça peut être des fusions-acquisitions, ça peut être du développement d'entreprise, ça peut être la levée de fonds, ingénieurs sociaux, etc. C'est une décision qui a été prise il y a à peu près 1 an. Je me rappelle de nos discussions avec David. Qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, comment on arrange, entre guillemets, ça. Et donc, on a créé une section. Ça a eu un côté positif, c'est que ça a identifié les parties en présence. Aujourd'hui, sur le marché, il reste 2 grandes familles, 2 grandes sections, voilà, dont l'Anacofi. Et c'est un beau petit bébé, parce qu'on représente quand même aux alentours de 10% des effectifs totaux, quoi. C'est quand même, ça existe, quoi. Je veux dire, voilà. Alors, en fait, l'actualité, d'abord, il a fallu le dire, parler à nos gens, et puis aussi se poser la question, pourquoi le fait-on ? Est-ce que ça se limite à regrouper les gens, on a des numéros et on passe à autre chose, ou alors est-ce qu'on a une véritable stratégie ? Notre idée était d'avoir une stratégie, c'est-à-dire en fait parler à cette catégorie d'adhérents, leur donner de la formation, de l'information, qu'est-ce qui peut changer dans les métiers, aussi donner de la visibilité à ce métier. On n'est pas un réseau business, mais on peut leur apporter quand même la visibilité par nos actions. Et on a commencé des actions, d'ailleurs, au cours de l'année 2019. On va continuer en 2018. Et il y a beaucoup de choses qui sont en train d'arriver, y compris en interne. On a travaillé sur notre site internet avec nos partenaires validés. Il y aura un accès plus facile, plus aisé, plus convivial. Donc en fait, les gens iront plus facilement. C'est toujours plus facile quand vous vous accrochez directement à cette vision-là. On va essayer de faire quelque chose aussi sur toutes les obligations qui restent sur les épaules des conseillers en finance d'entreprise. Donc on va le résumer. On sera les premiers et les seuls à faire ça. Et on a quelques idées, mais on ne peut pas tout dire aujourd'hui, bien évidemment. Mais je pense qu'il y a beaucoup à faire sur le sujet. Et il y a aussi beaucoup à faire dans la relation entre les CFE et les CIF. Faut pas et les CGP. Et les CGP. J'ai encore des CIF CFE. Exactement. Et, mais sans révolutionner le monde, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et je pense que le maillage territorial de ces 2 familles est quand même très important, notamment sur un sujet qui, moi, me touche beaucoup, qui est celui de la transmission d'entreprise. Ouais. Parce qu'en fait, on a besoin de conseiller nos dirigeants d'entreprise. Ouais. Beaucoup ne sont pas peu ou mal conseillés. Une remarque, cette section avant s'appelait la section fusion-acquisition. Donc ce qui a été nouveau, c'est de la renommer conseil en finance d'entreprise pour englober l'ensemble des 5 sous-familles identifiées dont certaines pouvaient se sentir exclues par la section fusion-acquisition qui préexistait à l'Anacofi. Par exemple, les ingénieurs sociaux, qui sont quand même assez nombreux, plus d'une centaine de sociétés pure players connues, et une majorité sont chez nous, n'avaient pas de section à eux, par exemple. Or, ils étaient en toute logique, ils avaient des réflexes et des mécaniques qui étaient beaucoup plus proches des gens de la fusion-acquisition que de la gestion de patrimoine. Pour le coup, pourtant, on trouve des gens qui font ce type de prestations. Voilà. Donc, dans la réorganisation, on a créé cette section qui est plus cohérente par rapport au terrain, en fait. Et puis d'ailleurs, qu'on a vu être copié ailleurs. On a mené les mêmes réflexions. On les a menées avec l'AMF, donc c'est logique. On les a tous menées, l'ensemble du marché les a menées avec l'AMF. David, la saison des événements a démarré, congrès, salons, etc. Patrimonia s'est déroulé la semaine dernière. Comment vont vos métiers ? Nos métiers vont pas mal. On a des métiers qui, depuis bientôt 7 ans, sont dans une phase hors crise. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les années sont flambantes. On n'a pas des taux de croissance à 2 chiffres tous les ans, mais on a un métier qui, n'ayant pas de crise depuis 7 ans, se retrouve dans une situation où il a
gagné des parts de marché. Quand je dis le métier, je pourrais dire les métiers, mais parce qu'en fait, la situation est la même dans tous les domaines. Donc, on a gagné, chacun des métiers que représente l'Anacofi a gagné des parts de marché, a donc gagné en chiffre d'affaires moyen, médian. Plutôt moyen que médian. Le médian a gagné dans les années passées, mais par exemple, sur les dernières années, la toute dernière année, ça n'a pas été le cas, mais la moyenne a continué à progresser. Donc ce sont des métiers qui vont bien. Les salons auxquels nous participons le montrent. Il y a quand même des vrais sujets d'actualité dont on entend parler sur ces salons. Mais voilà, on ne va pas se plaindre. Quand j'entends certains représentants d'autres métiers raconter la vie de leurs entreprises, quand on regarde ça, on se console. C'est plutôt bien positionné. Voilà, on est plutôt pas mal, ouais. Voilà. Alors, dans ces salons, on parle beaucoup prospectus, c'est troisième usage. Alors, on ne parle pas assez prospectus, mais on devrait, mais on parle beaucoup troisième usage. On parle également co-régulation globale de notre univers métier. Ouais. Alors, prospectus, pourquoi je dis qu'on n'en parle pas assez? Bien sûr, on en parle, mais personne ne semble prendre la mesure de ce que ça implique. Prospectus, c'est la réforme intégrale de ce que l'on appelait le placement privé et l'offre au public de titres financiers. Alors ça veut dire que tout ce dont nous parlons, là, depuis tout à l'heure, est impacté. Ça veut dire que dès lors qu'une entreprise va vouloir lever des capitaux, elle va être régie par une nouvelle règle. Cette règle est en théorie applicable depuis juillet, mais en fait, au moment où nous enregistrons, nous sommes toute fin septembre, nous n'avons pas les textes qui nous permettent de savoir comment ça marchera. Donc c'est considérable parce que soit ces textes vont déverrouiller les contraintes et on va pouvoir faire de la levée de capital de façon plus facile et les conseils en finance d'entreprise que Jean-Louis accompagne et que Déborah, pour lesquels Déborah va rédiger des documents de synthèse vont être très heureux, soit on va gripper la machine en essayant de faire un texte génial et ça ne marchera pas. Et donc ça, c'est quelque chose de majeur. Et derrière, pour les CGP, il en va de leurs fonds. C'est-à-dire des fonds qu'ils vont distribuer, des club deals, comme ils disent, qu'ils vont accompagner ou recommander à leurs clients. Donc ça, c'est majeur. On commence à en parler dans les salons, mais je pense qu'on devrait en parler plus parce qu'on est à 2 mois de retard par rapport à l'application du texte. Et on a besoin de savoir comment ça marchera. Ceci dit, on a collaboré avec l'AMF, la consultation s'est terminée aujourd'hui, on verra ce qu'ils vont sortir, mais c'est quelque chose de majeur. L'autre sujet, c'est le troisième usage. Alors là, journée du courtage, patrimonial et autres. Le troisième usage, pour ceux qui ça ne parle pas, c'est l'usage qui dit comment on transfère et les conditions de transfert d'un contrat d'assurance vie accompagné par un courtier CGP ou simplement courtier vers un autre. Et là, on a des règles du jeu historiques très anciennes qui datent des années 30. Et puis, du coup, du contractuel s'est bâti. Bref, c'est la jungle. Et on avait des positions de certaines associations, dont l'Anacofi. Seulement 3 avaient pris des positions qui s'appliquaient qu'à leurs membres et à défaut d'autres choses qui puissent s'appliquer. Toujours pareil, toujours la même jungle. On essaye de stabiliser une nouvelle proposition et on a objectif d'y arriver vers le milieu du mois d'octobre. Toutes organisations du courtage mises autour de la table. Donc j'espère qu'on en sortira parce que c'est un vrai sujet. Une grande partie des questions dans les salons, des questions quand il y a problème bien sûr, ça va être ça. Ça va être je m'interroge, je veux racheter une clientèle mais je ne sais pas comment sera traité. Moi j'ai un client qui veut quitter un confrère, veut venir chez moi, c'est quoi les règles? L'inverse, j'ai un confrère qui est en train d'essayer de me piquer un client, qu'est-ce qui se passe? Bref. Donc ça, c'est vraiment un sujet majeur dont on entend parler. La dernière chose, c'est la co-régulation. Le projet est publiquement reparti. Donc il s'agit de remettre l'ensemble des courtiers CIF et courtiers en assurance et bancaires, donc IOBSP, dans un schéma de co-courtage. Là, on a réouverture des débats. Au moment où cette émission est tournée, on est un poil tôt. Mais en tout cas, c'est reparti, et on le sait, et avec un objectif du ministère annoncé qui est de maintenir la date d'entrée en application au 1er janvier 2021, confirmée, c'est la 3e fois qu'on entend cette confirmation. Mais là, on peut aussi garantir que les travaux sont repartis. Voilà les sujets dont on a beaucoup parlé dans ces salons. À la prochaine émission. Exactement, parce que normalement, on devrait avoir tous les résultats, sinon c'est qu'il y a encore eu un décalage bizarre. Autre sujet, à l'Anacofi, vous réalisez régulièrement des études. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire quels enseignements vous tirez des dernières? Alors, la première étude, c'est celle qu'on a faite sur le métier. Donc ça, c'est rendu public dans le rapport public. On a un observatoire que les élus peuvent connaître, mais qui est un peu confidentiel, puisqu'il y a tous les éléments qui vont nous permettre de piloter l'association. Tout ce qu'on rend public est rendu public dans un truc qui s'appelle le rapport public. On va faire plus simple. Donc métier par métier, on balaye.
Et on voit que, ce que je vous disais avant, tous les métiers vont plutôt pas trop mal. Ceci dit, il y a des grandes évolutions sur les métiers du conseil en finance d'entreprise. On voit monter les missions non-CIF, c'est logique. Sur les métiers de la gestion de patrimoine, on a vu baisser un peu l'activité immobilière. Mais on a vu se maintenir l'activité bancaire, alors que pourtant on a une crise de l'offre côté bancaire. C'est pas que les banques n'offrent pas, c'est que les accords avec les intermédiaires se raréfient. Donc ça, c'est un des éléments que l'on voit là-dessus. Et d'ailleurs, on trouve ça assez scandaleux, parce que certains annulent des accords avec des courtiers avec lesquels la relation se passe très bien. Donc ça, on en discutera avec la fédération bancaire et avec les banques concernées en direct, en dehors de cette émission. Mais là, il y a un vrai sujet à régler. Hein. Il y a un vrai début de potentiel problème dans les mois ou années à venir. On a aussi toute un pan de nos études qui sont sur la digitalisation. Donc l'Observatoire digital a été remis à jour, donc il a été republié. En fait, il est continu. Hein. Mais périodiquement, on sort un document à l'attention du public et de nos membres. Ce qui est très intéressant dans cet observatoire, c'est qu'on se rappelle qu'au début, on pensait qu'il n'y avait qu'une quinzaine de marques qui agissaient, qui proposaient de la tech dans nos métiers. En fait, on en est à 120, un peu plus de 120 d'ailleurs. On va arriver à 125 bientôt. Dans ces 125, vous avez 55% de ces techs qui, en fait, sont des techs qui offrent un service au client final, s'il le veut, et un service aux conseillers que nous sommes, donc qui est en fait une proposition d'outils aux professionnels autant qu'une offre aux clients. Quand on regarde dans l'intérieur du modèle, on se rend bien compte que leur business model est plutôt assis sur l'offre en tant qu'outil aux professionnels que sur le fait de générer du business eux-mêmes. Et puis vous avez encore une quinzaine de pourcents qui sont des purs offreurs aux professionnels et personne d'autre, ce qui fait que la tech est clairement une offre vers les professionnels et non pas dans une logique de B2C qui existe mais qui est inférieure à 10% de ce qu'on a identifié. Donc ça, c'est quelque chose qui nous paraît central. C'est pas rassurant ou pas rassurant. Encore une fois, je le dis, si dans 20 ans, l'Anacofi est présidée par un robot, avec à l'intérieur des entreprises qui sont tout aussi nombreuses, mais dans lesquelles tous les humains ont disparu, c'est pas mon problème. C'est-à-dire, si le monde a changé à ce point-là, ça ne sera pas mon problème. Donc aujourd'hui, j'ai des membres qui sont pure tech dans l'Anacofi. Je constate simplement que le marché n'est pas encore à cette heure un marché qui, contrairement à ce qu'on a dit, est un marché de rupture dans lequel, sur une période extrêmement courte, les entreprises sont devenues intégralement digitales. Je ne dis pas qu'elles ne le seront pas un jour. Je dis simplement que tous ceux qui disent ça mentent. Et on voit également des coûts de développement de la tech qui explosent, qui ne baissent pas. Contrairement à ce qu'on dit, qui sont très élevés. Du coup, il faut bien que quelqu'un paye à un moment, soit c'est le client, soit c'est l'actionnaire. Voilà. Donc quand on dit que c'est du gratuit, c'est que des actionnaires mettent beaucoup d'argent. Voilà, ça on le voit aussi. Tout un tas de petites remarques qu'on a vues là-dedans aussi. Le type d'outils qui sont proposés. Je suis très étonné, moi, de voir énormément de trucs sur la blockchain et sur les signatures électroniques. Beaucoup, pour des métiers comme les nôtres. Quand je vois 9 ou 10 ou 12 offreurs dans un segment comme celui-ci, je me dis que c'est énormément d'offreurs quand en fait il n'y a pas une norme nationale. Voilà ce que l'on a. Il y a une dernière étude dont on parlera plus dans le prochain numéro, qui est une étude sur l'immobilier en Pinel, qui a été sortie, qui a fait beaucoup de bruit avec communiqués de presse et autres, et des réactions de beaucoup de médias. Ouais. Voilà pour nos études principales. Toute dernière question, j'ai cru entendre que vous lanciez une fondation. Oui, l'Anacofi lance une fondation. Mais on ne s'arrête pas. On va lancer l'Anacofi ancien, donc ça, nos retraités de l'Anacofi, on ne va pas les laisser tout seuls. Alors tout le monde me dit, vous faites une association dans le mode des associations d'anciens élèves. C'est pas exactement ça, mais c'est que des gens peuvent avoir pris leur retraite et pour autant pas avoir envie de se ranger des cadres complètement. Donc ça, c'était une chose qui avait été votée il y a 2 ans, un an et demi, et qui doit être mise en œuvre prochainement. Et ça sera fait dans les mois à venir. Mais la deuxième chose qui fait plus de bruit, c'est la fondation. La fondation, c'est quasiment fait. Enfin, c'est fait. La décision est prise. Là aussi, c'est voté. Ce qu'on va y faire, on le sait. Donc, on va accompagner des entreprises. L'idée, c'est que ça s'appelle la Fondation Anacofi pour l'entreprise et le patrimoine. Donc, comme ça, c'est assez clair. On couvre nos domaines d'activité. Et on va essayer de venir aider des entreprises qui sont dans des moments difficiles, mais qui ont un bon business, c'est-à-dire qu'en fait elles ont un moment où elles ont besoin d'être aidées, mais ce ne sont pas des mornais.
Voilà, ce ne sont pas des entreprises où on va venir essayer de mettre un pansement sur une jambe de bois. Il y a une plaie, on va aider à la couvrir, et après, elle peut continuer à courir. Et on va essayer de l'aider comme ça, ce qui est un peu dans le prolongement de nos conférences de l'entreprise, hein, mais sauf qu'aujourd'hui, on remet des jolis trophées gravés, ce que vous voulez, avec quelques aides de quelques professionnels, on pourra peut-être aider à apporter quelques subsides quand c'est une entreprise en difficulté. Et puis, c'est aussi l'accompagnement d'entreprises qui développent un business green. Mais de la même manière, on va arrêter de financer des professeurs foldingues. L'un des reproches que nous font les Allemands, c'est ça. Je suis aussi président de la Fédération européenne, donc je l'entends. Les Allemands s'amusent de ce que les Français financent des fois des entreprises monomodèles quasiment mortes à la naissance. Et on parie que quelqu'un rachètera le brevet. C'est pas l'idée. C'est nous, on va essayer d'aller aider des entreprises qui ont un vrai besoin, une vraie difficulté à se financer, mais une vraie offre verte. Voilà l'idée. Et des aides sous forme d'accompagnement ou aussi des aides sous forme d'argent. Vraiment, c'est l'accompagnement, on le fait déjà. On me dit, mais c'est très nouveau. Mais non, c'est pas nouveau. L'Anacofi, par sa section finance d'entreprise, par sa commission entreprise, est déjà extrêmement actif. Elle est associée à tout ce qui existe d'organisations françaises autour de l'entreprise. On remet déjà des prix en collaboration avec d'autres. Enfin, on fait plein de choses. La seule chose qui manque, c'était le fait de pouvoir de temps en temps un peu plus mettre dans la lumière qu'on ne le fait, et puis apporter des capitaux quand elles en ont besoin. C'est ce qu'on va essayer de faire, tout simplement. Vous évoquiez aussi le patrimoine sur la fondation. Ça va avec, on va passer par l'entreprise. Hein, donc dans la sélection et dans le comité d'affectation, il y aura une dimension patrimoniale qui sera conservée. Alors, ça va à l'inverse de la vision de l'AMF qui dit le patrimoine et le corporate finance, c'est opposé. Donc c'est que du corporate finance, c'est pas du CIF. Oui, mais il se trouve que là, nous, on n'aura jamais les capitaux pour financer des sociétés qui ont 50 milliards de valeur. Donc, on va aller financer des entreprises patrimoniales, à l'évidence. C'est à ce moment-là qu'on pourra les aider, pas après. David, Déborah, Jean-Louis, merci à tous les trois. Merci. Et on l'a vu, il va y avoir beaucoup de sujets pour notre prochaine émission. Donc, je vous donne rendez-vous pour notre prochain numéro. À très bientôt.